Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de géographie qui est adressée aux élèves de 3e. Donc là, on va commencer par le premier chapitre du programme de 3e qui s'intitule Les aires urbaines françaises. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1945, soit depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France a connu une très forte croissance urbaine. Croissance urbaine, ça veut dire que les espaces urbains qui se rapportent à la ville se sont agrandis et ont augmenté puisque la population est majoritairement urbaine aujourd'hui. Les agglomérations se sont étendues majoritairement en direction des espaces ruraux, qui eux sont les espaces de campagne. Et on parle d'un phénomène de périurbanisation, c'est-à-dire de l'extension des zones urbaines en direction des espaces ruraux. Donc cette extension et cette périurbanisation a complètement transformé les espaces et a également flouté les définitions entre l'urbain et le rural. En France, il y a à peu près 85% de la population qui vit à l'intérieur d'une aire urbaine. Je reviendrai un peu plus précisément sur ce que signifie une aire urbaine. Avant, on utilisait les mots ville et campagne ou espace naturel pour pouvoir donc faire la distinction entre les deux. Les géographes n'utilisent plus ces deux définitions puisque la définition de la ville ou de la campagne a été floutée, je vous le disais par plutôt les définitions qu'on utilise aujourd'hui qui se rapportent à l'urbain et au rural. Alors, l'urbain, donc qui pourrait être la ville, ne permet pas de définir la ville telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, puisque on peut très bien habiter dans un espace qui est majoritairement marqué par des espaces de campagne, mais qui reste quand même rapproché à ce qu'on appelle un pôle urbain. On va commencer justement par se demander qu'est-ce que c'est qu'une aire urbaine. L'aire urbaine, c'est un espace continu de bâti qui est composé d'une ville-centre, d'une banlieue et d'une couronne périurbaine. Pour pouvoir un petit peu plus et mieux expliciter justement ce qu'est une aire urbaine, je vous propose qu'on s'intéresse à ce schéma, donc qui s'affiche ici. Vous allez avoir sur ce schéma plusieurs indications. Déjà, on va rester premièrement dans une indication qui est purement formelle, à savoir comment est-ce qu'on décrypte justement ce schéma. Donc comme ça permet de réviser un petit peu les notions de comment on fabrique un schéma et une carte en géographie. Donc différence entre carte et schéma, hein, vous voyez bien que là, schéma c'est représentation de manière simplifiée d'un espace ou d'un paysage qui est différent d'une carte où on aurait d'autres indications. Ici on n'a pas d'orientation, on n'a pas non plus d'échelle. Donc le schéma ça permet justement de lire et de comprendre un espace. Déjà qu'est-ce qu'on trouve sur un schéma? On trouve un titre, majuscule noir, ce qui permet comme ça de savoir de quoi on parle. On trouve également une légende. Généralement, soit on la met sur le côté, soit on la met en dessous. Cette légende, elle va nous permettre de lire notre schéma, puisque notre schéma, comme vous le voyez, il a des couleurs. Les couleurs, c'est pas comme un art plastique, c'est pas juste esthétique et pour être joli, c'est pour pouvoir comprendre l'espace. Et on va retrouver également le schéma en lui-même. Alors sur ce schéma-là, on va retrouver en rouge la ville-centre, et en orange la banlieue, qui constituent tous les deux le pôle urbain. Le pôle urbain, c'est l'espace où on a, en tout cas pour les moyens et grands pôles urbains, à peu près entre 5000 à plus de 10 000 emplois, ce qui permet que les gens se déplacent en direction du pôle urbain. Et il est marqué principalement par ce qu'on appelle des migrations pendulaires, comme une pendule, donc les gens en fait vont faire des allers-retours entre chez eux et leur travail. Donc migration entre domicile-travail avec des heures de pointe qui sont majoritairement très prisées. C'est pour ça qu'à certaines heures de la journée, quand on regarde le périphérique parisien, on se rend compte qu'on ne peut pas rentrer dans Paris, puisque tout le monde veut aller au même endroit, au même moment, ou pareil quand on prend les transports en commun par exemple. Vous allez retrouver au-delà de ce pôle urbain ce qu'on appelle la couronne périurbaine. La couronne périurbaine, c'est ce qui va entourer le pôle urbain. Aujourd'hui, on constate que cette couronne périurbaine a tendance à s'étendre de plus en plus. La couronne périurbaine est marquée par un phénomène qui s'appelle la périurbanisation. Donc ça va entraîner des transformations dans le paysage rural, puisqu'on va avoir une discontinuité du bâti avec principalement des habitations, également des lieux pour pouvoir vivre et des services, et également des espaces de campagne. Donc des espaces de campagne, ce sont des terres agricoles, des terres cultivées, à ne pas confondre campagne et entre guillemets espace naturel, puisque la nature en elle-même n'existe plus. En tout cas, la nature n'est qu'artificielle et que recréée par l'homme, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et donc au-delà de cette couronne périurbaine, on pourrait avoir l'espace rural, et ce qu'il faut savoir, c'est que des aires urbaines, il y en a beaucoup en France, et donc du coup, en fait, il faut vous imaginer que ce schéma de l'aire urbaine, admettons que là on est sur le schéma qui représente la ville-centre Paris, et qui s'étend ensuite sur l'île de France, vous en aurez aussi autour de Marseille, vous en aurez aussi autour de Rennes, vous en aurez aussi autour de Nantes. Alors justement, si je prends le cas de la commune de Dourdan, elle est située en zone périurbaine, donc on est plus loin que la banlieue parisienne, hein, vous l'avez déjà vu, on est quand même à l'extrémité du RERC. Alors pour ceux qui ne seraient pas dourdanais, je vais prendre quand même l'exemple par rapport à mon schéma où on va retrouver donc la ville de Dourdan qui est dans le sud-ouest de l'Essonne, donc elle est en couronne périurbaine de Paris.
Paris est sur ce schéma le pôle urbain, donc l'espace qui va concentrer le plus d'emplois, où les gens vont le plus de déplacer. Alors après, c'est pas forcément des déplacements aussi qu'en termes d'emploi. Vous pouvez vous déplacer pour pouvoir aller trouver des services qu'on ne trouve pas dans les couronnes périurbaines, comme par exemple les services financiers, les magasins, enfin voilà, des choses qu'on va retrouver plutôt à l'intérieur des très très grandes villes, qu'on va moins trouver dans les couronnes périurbaines et qui vont donc entraîner ces phénomènes de migration pendulaire. Dourdan, c'est une couronne qui est périurbaine, c'est ce qu'on voit là sur la carte qui s'affiche. On voit qu'elle est marquée par un bâti continu, mais par contre par des espaces également donc de campagne, c'est-à-dire par des terres agricoles, ce qui montre qu'on n'est pas que sur un espace qui est majoritairement urbain. A l'inverse, si on prend la ville de Paris, on voit que c'est majoritairement du bâti et qu'on a quand même qu'on a aucune terre agricole à l'intérieur de Paris, ou alors venez m'en parler. Et on va avoir donc majoritairement une très grande partie de la population qui se trouve à l'intérieur des couronnes périurbaines qui va effectuer cette migration pendulaire, donc on parle à peu près de 40% de la population des couronnes périurbaines qui doit aller vers le pôle urbain pour pouvoir appartenir à ce pôle urbain. C'est-à-dire qu'en fait, si les habitants de Dourdan avaient tendance à aller plutôt dans une autre aire urbaine, je ne sais pas, par exemple dans l'aire urbaine de la ville de Chartres, qui est en Eure-et-Loire et qui est plutôt là dans le sud-ouest, la ville de Dourdan dépendrait peut-être plus de la ville de Chartres que de la ville de Paris. Ce qui peut être le cas aussi. On peut dépendre de deux pôles, mais je vais peut-être pas vous embrouiller comme ça. En tout cas, voilà, on va prendre quelque chose de très simple. La ville de Dourdan, on va dire qu'elle dépend de Paris, et donc les gens vont majoritairement aller trouver du travail, en tout cas pour 40% d'entre eux, dans le pôle urbain, donc, qui est constitué de la banlieue et également de la ville-centre. Les aires urbaines, elles structurent majoritairement le territoire. Aujourd'hui, on a dit qu'on avait 85% de la population qui résidait à l'intérieur d'une aire urbaine, donc on va avoir plusieurs types d'aires urbaines, des petites, des moyennes et des très grandes. Nous, ce qu'on vous demande de retenir pour le brevet, ce sont 10 grandes aires urbaines, ce sont celles qui s'affichent sur l'écran. Donc on va retrouver l'aire urbaine de Lille, Paris, Nantes, Caen, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice et Marseille. Donc il faut savoir les placer sur une carte, puisque ce sont à la fois des repères géographiques qu'il faut connaître, qu'il faut avoir. Quand on habite dans un pays, c'est bien de savoir quand même où se situent les grandes villes. Et ce qui permet également, bien si vous tombez dessus au brevet, de savoir les replacer. Le fait que les gens aujourd'hui veuillent majoritairement se trouver dans les aires urbaines, c'est ce qu'on appelle le phénomène de métropolisation. Pour rappel, la métropole, c'est une grande ville qui concentre les activités, donc des fonctions politiques, économiques, culturelles, quelque chose qui va faire que les gens vont se déplacer. Je parlais tout à l'heure de migration pendulaire, du fait que les gens veuillent se déplacer à l'intérieur des aires urbaines, en tout cas à l'intérieur du pôle urbain où majoritairement on va trouver plus de choses que dans les couronnes périurbaines, justement parce que les métropoles vont concentrer des activités qu'on ne va pas trouver dans les espaces qui, elles, sont plus reculés. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les métropoles? Eh bien, je vous disais, des activités culturelles, je ne sais pas, par exemple, vous habitez à Dourdan justement, vous voulez aller trouver un musée, bon, alors vous pouvez toujours aller visiter le château, mais majoritairement les très grands musées vont se situer dans la ville de Paris. C'est la même chose si vous habitez à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le sud-est de la France, vous voulez aller visiter un musée, bon, à part si vous voulez aller visiter le minuscule petit musée de l'Antiquité, vous n'allez pas pouvoir avoir grand-chose, donc si vous voulez trouver une offre un peu plus conséquente, vous allez aller soit à Marseille, soit à Toulon. D'ailleurs, c'est intéressant du coup de prendre cet exemple de Saint-Cyr-sur-Mer, donc qui s'affiche ici sur la carte. Saint-Cyr-sur-Mer, vous voyez qu'elle est à proximité à la fois de Toulon et à la fois de Marseille, ce qui veut dire qu'elle est à proximité de deux pôles urbains. Saint-Cyr-sur-Mer, par exemple, les gens qui y habitent vont pouvoir se dire soit je vais à Marseille, soit je vais à Toulon. Donc là, vous voyez que les aires urbaines fonctionnent quand même en connexion, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes ne vont pas simplement dans un seul endroit. Elles peuvent être emmenées à aller dans plusieurs villes-centres. La mondialisation, pour rappel, la mondialisation, c'est la mise en connexion de tous les espaces du monde, et bien, a tendance à accentuer justement ce phénomène de métropolisation, puisqu'aujourd'hui, la majorité des services vont se trouver à l'intérieur des grandes métropoles, et on voit que ça délaisse complètement les espaces ruraux qui se retrouvent avec des services qui quittent les campagnes, et donc il faut se déplacer à ce moment-là à l'intérieur des grandes aires urbaines pour pouvoir trouver ces services. Et la mondialisation a également tendance à accentuer la concurrence entre les différentes métropoles, puisque les grandes métropoles vont essayer d'avoir une influence de plus en plus forte sur le territoire alentour, ce qui explique pourquoi le territoire s'étend. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les transports vont jouer un rôle structurant et très important pour pouvoir permettre que les aires urbaines fonctionnent. Hein. Si on prend justement l'aire urbaine parisienne, on se rend compte que la proximité, on se rend compte que le fait qu'il y ait des transports en commun, majoritairement RER, Transilien, métro,
permet justement le déplacement à l'intérieur de l'aire urbaine. Si on a une aire urbaine avec une couronne qui est complètement délaissée par rapport au pôle urbain, les gens vont pouvoir moins facilement se déplacer à l'intérieur du pôle. Et dernière chose pour rester sur la mondialisation, si je prends la ville de Paris, parce que je parle beaucoup de Paris, bon, il y a d'autres villes en France, vous avez bien compris, mais Paris a la particularité d'être à la fois une métropole qui rayonne sur le territoire métropolitain, donc sur le territoire français, le territoire national, mais qui rayonne également à l'international, puisqu'elle a une influence de type mondial, donc elle concentre la majorité de la population française, puisque l'aire urbaine parisienne, c'est 12 millions d'habitants. Et cet espace a à la fois des lieux de pouvoir économique, financier, politique, culturel, qui vont rayonner sur le territoire national, mais également sur le monde entier, puisqu'on va avoir des gens qui vont se déplacer à Paris, même qui viennent de l'étranger pour pouvoir aller donc justement dans des lieux par exemple culturels, comme je parlais tout à l'heure des musées, et bien des gens vont pouvoir aller visiter les musées de Paris, mais qui ne sont pas forcément des nationaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre et de retenir un petit peu mieux le cours sur les aires urbaines. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie pour votre écoute.